Le journal de 8h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'enquête progresse vite dans le Val-de-Marne. Une semaine après la découverte de 4 corps dans la Seine à Choisy-le-Roi, un suspect a été interpellé hier. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Il s'agit d'un homme de 24 ans placé en garde à vue. Oui, l'homme en garde à vue serait né en Algérie fin 2000. Il vit en France depuis plusieurs années en situation irrégulière. On ignore pourquoi il est entré dans les radars des enquêteurs chargés de ce dossier particulièrement macabre. Une énigme avec 4 corps, tous retrouvés dans la Seine au même endroit, près du pont de Choisy. Une zone fréquentée la nuit par des SDF et connue aussi pour être un lieu de drague gay. Les autopsies et les différents scanners réalisés sur les dépouilles permettent à ce stade de dire qu'il y a au moins 2 homicides, dont un par strangulation. Une victime a été formellement identifiée, elle a une quarantaine d'années. Est-ce une nouvelle affaire de tueur en série ? Impossible de l'affirmer, mais la qualification retenue meurtre en concours, cette qualification permet aux hommes de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris d'interroger le suspect durant 96 heures. Merci Frédéric Michel. Le choc hier soir sur la RN 205 près de Chamonix en Haute-Savoie. Les passagers arrière d'une voiture, un couple d'une vingtaine d'années, sont morts écrasés par un bloc rocheux qui s'est décroché de la paroi. Le conducteur et la passagère à l'avant, tous deux âgés de 54 ans, ont été blessés et pris en charge. La famille originaire de la Somme était en vacances et revenait d'une visite d'un parc animalier. Un examen décisif, l'autopsie de Jean Portmanov prévue aujourd'hui devrait permettre aux enquêteurs de savoir si les violences que subissait au quotidien le streamer de 46 ans sont bien responsables de sa mort. Lundi, il est décédé en direct sur Kik. L'Arcom doit rencontrer un représentant en Europe de cette plateforme australienne dans les prochains jours. L'autorité de régulation du numérique avait été saisie à plusieurs reprises pour censurer ces scènes de violence décomplexées et d'humiliation accessibles à tous. Des vidéos qui faisaient des millions de vues. Comment expliquer un tel engouement pour des contenus aussi glauques ? L'enquête de Mathis Lang. Valentin, 22 ans, fait partie des milliers de personnes qui regardaient les directs dans lesquels JP, le streamer décédé, apparaissait. Au tout début, c'était pour son personnage, ses réactions souvent imprévisibles et drôles. Mais très vite, les violences à l'encontre du streamer se multiplient. Pourtant, le jeune homme continue de regarder ses vidéos. Les combats de bots, quand il se frappait, les jeux de claques, sans aller jusqu'à l'humilier. J'étais bien conscient, j'étais là chaque soir devant les lives. Valentin estime que les internautes ont une part de responsabilité en ayant regardé, voire encouragé les sévices. Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien spécialisé dans les usages numériques, explique ces comportements par une forme de voyeurisme. Ça choque, mais ça attire en même temps en fait. Il y a l'idée d'assister à quelque chose qui est interdit et éventuellement avec une certaine distanciation. Il y a un mécanisme là-dedans de déshumanisation, c'est-à-dire que la personne de l'autre côté de l'écran n'est plus perçue comme un humain, mais comme un objet. On regarde le corps souffrir comme on regarderait finalement une fiction. Une distinction réalité-fiction difficile à faire, surtout pour la jeune génération, d'où l'intérêt, selon le psychologue, de renforcer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Enquête Europe 1 signée Mathis Lang. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. La relation entre la France et Israël mérite mieux que de vaines polémiques. Le combat contre l'antisémitisme doit rassembler et non diviser. Déclaration signée Yonatan Arfi, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Après les passes d'armes entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, le Premier ministre israélien accuse le chef de l'État, je cite, d'alimenter le feu antisémite en France en voulant notamment reconnaître l'État de Palestine. Et c'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu aurait suggéré la fermeture du consulat général de France à Jérusalem, institution qui est depuis un moment dans le collimateur israélien, Alexis Bourdon. Oui, le consulat de France à Jérusalem est très souvent au cœur de polémiques avec l'État hébreu. Le ministère des Affaires étrangères israélien qualifie ces actions de provocatrices et d'anti-israéliennes. En effet, c'est ce consulat général qui avait délivré un visa à une Gazaoui qui devait rejoindre Sciences Po Lille cet été. Souvenez-vous, l'étudiante avait été épinglée par la suite pour des propos antisémites qui glorifiaient Hitler sur les réseaux sociaux. Elle a depuis quitté la France pour le Qatar. Le consulat de Jérusalem fait partie des 3 consulat français en Israël, mais c'est lui qui est chargé de traiter les demandes de visa des Palestiniens souhaitant se rendre en France, ce que n'apprécie pas le gouvernement Netanyahou. Cette fermeture serait un véritable signal fort envoyé à Paris. La diplomatie française est en effet présente dans la ville 3 fois sainte depuis le XVIe siècle. Ce geste diplomatique qui n'a pas été confirmé officiellement risque en tout cas de tendre davantage encore les relations franco-israéliennes, déjà fragilisées par l'annonce d'une reconnaissance par Paris de l'État palestinien
palestiniens. Alexis Bourdon est ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. L'ambassadeur d'Israël à Paris, Joshua Zarka, assure que cette volonté de fermeture du consulat français n'est pour l'heure qu'une rumeur. Il est 8h06 sur Europe 1, bientôt la rentrée et le retour du calvaire pour les médecins. Chaque année, ils font face à un afflux de patients en quête d'un simple certificat médical pour pratiquer une activité sportive. Les généralistes ne cachent pas leur exaspération. Ils dénoncent l'absurdité de ces documents qui non seulement ne sont plus nécessaires, mais engorgent le système de santé. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine, Guillaume Dreschler. Lorsque le docteur Louis-Adrien Delarue a vu le certificat arriver sous les yeux, je remplis le certificat de manière blasée et je rajoute un mot en disant que ce certificat n'a pas d'intérêt sur le plan de la santé publique puisque nous sommes des bipèdes depuis la nuit des temps. Le praticien charentais n'est pas le seul à être désabusé face à ces attestations. Le Collège de la médecine générale a haussé le ton. Au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, nos agendas se remplissent de demandes de certificats alors qu'on a des gens à suivre pour leur cancer, pour leur diabète, pour leur infarctus, pour dépister des mélanomes, etc. Dans un moment où les délais s'allongent pour les prises de rendez-vous, donc c'est pas pour voir les certificats pour les échecs, la pétanque ou la randonnée pédestre. Depuis mars 2022, la législation du Code du sport a évolué. Les fédérations ne sont plus obligées de demander des certificats, mais certaines l'exigent encore. Mais le très peu devient insupportable dans un moment où maintenant on donne des rendez-vous à 1 mois, 2 mois aux gens et que les urgences, on a du mal à les caser dans nos consultations. Donc le moindre certificat qui apparaît comme ça, alors que la loi en plus permet aux fédérations françaises de randonnée de remplir directement les autoquestionnaires de santé sans passer par la case médecin, on se dit soit ils connaissent pas la loi, soit ils exigent pour exiger et c'est pas supportable, quoi. Selon le Collège de la médecine générale, 2 millions de consultations chez le généraliste pourraient être évitées. Guillaume Dreschler. Cette question à présent sur Europe 1. Faut-il prêter la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres? Emmanuel Macron s'y est engagé. Promesse en 2018, confirmée le mois dernier. Le musée qui abrite la tapisserie en Normandie va fermer dans 10 jours pour travaux. Ce joyau de l'histoire française qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant pourrait donc passer les 2 prochaines années de l'autre côté de la Manche. Mais 45 000 personnes ont déjà signé la pétition pour empêcher ce transfert. Charles Bouchin, ils craignent que l'œuvre soit trop fragile pour un tel périple. Oui, l'état de la toile de lin, vieille de presque 1000 ans, inquiète. Plus de 9000 trous et 30 déchirures ont été recensés sur les 70 mètres de la fresque. L'idée d'un départ à Londres préoccupe Didier Rickner. Cet historien de l'art est à l'origine de la pétition pour empêcher le départ de la broderie. Il y a un vrai risque de déchirure, d'agrandissement des trous, etc. et de chute de matière qui vont la détériorer encore plus qu'elle ne l'est. On menace l'intégrité d'une œuvre qui est totalement unique. Même la Joconde est une œuvre de Léonard de Vinci, un tableau. Il existe d'autres tableaux de Léonard de Vinci. C'est évidemment extraordinairement précieux. Mais la tapisserie de Bayeux, c'est encore bien pire. Il n'y a rien d'équivalent. Il y a 6 mois, les conservateurs réfléchissaient à déplacer la tapisserie pendant les travaux du musée afin de la restaurer. On ne parlait pas d'un départ à Londres, mais ce petit transfert dans un entrepôt paraissait déjà inenvisageable pour une conseillère musée de Normandie. Elle participait à l'époque à une vidéo pour la préfecture du Calvados. On s'est rendu compte au fur et à mesure des études qu'à la fois la tapisserie était trop fragile pour être déplacée sur une grande distance et que toute manipulation supplémentaire était un risque pour sa conservation. Les modalités du déplacement sont en cours d'élaboration entre le gouvernement britannique et français. Les équipes de conservation étudie notamment le contrôle de l'humidité et comment limiter les vibrations du conteneur qui transportera l'œuvre. Charles Bouchin. Merci Fanny Marceau. Il est 8h09.